Dans la même logique, puisque là on touche toujours à cet homme moderne qui en fait sous-tend toute la société actuelle, nous avons de ce grand sociologue américain, c'est rare que des grands sociologues soient américains, et celui-là, c'est Christopher Lasch, qu'on a découvert en France grâce à Michéa, qui est l'introducteur de Christopher Lasch en France. Ce que Lasch appelle l'individu narcissique moderne, avec sa peur de vieillir et son immaturité si caractéristique, dont l'américain des classes moyennes n'a été que la préfiguration burlesque, n'est, en définitive, rien d'autre que l'expression psychologique et culturelle de ce compromis libéral-libertaire devenu avec le temps historiquement réalisable. Et tout l'art de Lasch est d'établir avec rigueur comment cette rencontre, à première vue surprenante, a fini par trouver dans les métamorphoses du capitalisme contemporain ses conditions pratiques de possibilité. Quand la consommation est célébrée comme une forme de culture à part entière, avec son imaginaire et ses conventions spécifiques, plus rien ne s'oppose, en effet, à ce que les deux phases métaphysiquement complémentaires du paradigme libéral se réconcilient, et même fusionnent, dans l'unité d'une sensibilité aussi cohérente que moderne. Jean-Claude Michéa, préface à la culture du narcissisme. Ce livre s'appelle La culture du narcissisme, et il touche à quelque chose de très fondamental, qui est comment le capitalisme a compris à un moment donné que sa victoire et même son rebond nécessaire ne passerait plus par la droite et par, je dirais, la bourgeoisie dite traditionnelle, mais par la gauche. À une époque moins complexe, la publicité se contentait d'attirer l'attention sur un produit et de vanter ses avantages. Maintenant, elle fabrique son propre produit, le consommateur, être perpétuellement insatisfait, agité, anxieux, blasé. Bien qu'elle serve le statu quo, la publicité s'est néanmoins identifiée à un changement radical des valeurs, à une révolution dans les manières et la morale. Le dispositif de promotion de masse attaque les idéologies fondées sur l'ajournement de la gratification. Il se met du côté de la femme ou fait semblant contre l'oppression masculine, du côté de l'enfant contre l'autorité de ses aînés. L'industrie de la publicité encourage ainsi une pseudo-émancipation de la femme qu'elle flatte en lui rappelant insidieusement « Tu reviens de loin, ma belle », sur une marque de cigarettes et déguise sa liberté de consommer en autonomie authentique. De même, elle encense et glorifie la jeunesse dans l'espoir d'élever les jeunes au rang de consommateurs de plein droit, avec téléphone, télévision, appareil haute fidélité dans sa chambre. Mais si elle émancipe femmes et enfants de l'autorité patriarcale, ce n'est que pour mieux les assujettir au nouveau paternalisme de la publicité, des grandes entreprises industrielles et de l'État. Ce bouquin montre non seulement la trahison de ce qu'on appelle nouvelle gauche, qui aux États-Unis correspond en fait à la gauche new-yorkaise Woody Allen. On comprend donc pourquoi Woody Allen, Barthelme et d'autres satiristes parodient délibérément le style de la confession d'antan. L'écrivain alors mettait à nu ses luttes intérieures, car il était persuadé qu'elles représentaient un microcosme du monde. Les confessions de l'artiste contemporain n'ont de remarquable que leur écrasante banalité. Le voyage intérieur ne révèle que le vide. L'écrivain ne voit plus la vie reflétée dans son esprit, mais, au contraire, le monde, même vide, comme son propre miroir. Lorsqu'il rend compte de ses expériences intérieures, ce n'est pas pour nous donner un tableau objectif d'un fragment représentatif de la réalité, mais pour séduire afin qu'on s'intéresse à lui, qu'on l'acclame, qu'on sympathise, et qu'ainsi l'on conforte son identité chancelante. Cette gauche sociétale était le moyen de détruire la gauche sociale, et donc la possibilité d'une alternative de gestion au capitalisme, mais aussi que cette gauche sociétale, dite nouvelle gauche, était bien plus utile au capitalisme dans sa forme parasitaire financière actuelle que, on va dire, la gauche ouvriériste traditionnelle dont se réclame de manière très ambiguë en ce moment un Mélenchon. Voilà, donc il est très important comme classique de lire ce bouquin de Christopher Lasch, La culture du narcissisme, qui montre en fait qui montre du doigt ce personnage clé de la trahison et de la domination, qui est on va dire cet intellectuel de gauche ou cet homme de culture de gauche qui effectivement a pris le pouvoir de l'idéologie dans l'Amérique de la côte Est des années 60-70 et aujourd'hui archi-dominant, notamment en France, à travers les think tanks là, comme Terra Nova, à travers des écrivaines comme Christine Angot et à travers Libé, Les Inrecuptibles, Le Monde, Le Canard enchaîné, etc. La culture du narcissisme de Christopher Lasch, très important pour comprendre que l'ennemi est cet homme de gauche dominant qui passe son temps à désigner deux catégories qui sont mortes et qui s'appellent le fascisme et le racisme. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Et que ces antifascistes et ces antiracistes sont en fait
finalement les néofascistes et les néo-racistes actuels. Hein. Voilà. Cette présentation nous amène naturellement et logiquement à ce grand auteur qui a pris conscience de la même chose et parle de la même chose, qui est Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini est un antifasciste réel, de l'immédiate après-guerre italienne. N'oubliez pas qu'en Italie, il y a eu un combat à mort entre les fascistes et les communistes après-guerre. Mais Pasolini, qu'on peut qualifier au départ de poète frioulant, hein, ce qui est quelque part un régionaliste italien, et qui a compris très vite, c'est une de ses phrases clés, que finalement ce que le fascisme italien n'avait pas réussi à détruire, la société de consommation était en train de le détruire en Italie dans les années 60-70. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia. Rappelez-vous cet excellent film Le Fanfaron de Dino Risi avec Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant, ça parle exactement de ça. Pier Paolo Pasolini est un poète, c'est on va dire un intellectuel, mais par des voies un peu autres que le concept. C'est un très grand cinéaste à qui on doit des films très importants. Je ne parle pas spécialement d'ailleurs de Théorème, qui est un film un peu avant-gardiste, mais je parle de sa trilogie historique, Le Décameron, Les Contes de Canterbury et Les Mille et une Nuits. Magnifique cinéma, hein, c'est vraiment un grand artiste, Pier Paolo Pasolini, qui, dès 1968, a dit une phrase très importante et définitive, à savoir qu'il se sentait plus proche des CRS, fils de paysans, que des étudiants de 68 arts, fils de notaires et de professions libérales. Vous avez des gueules de fils à papa. Je vous hais, comme je hais vos papas. Bon sang ne saurait mentir. Vous avez le même œil méchant. Vous êtes craintif, incertain, désespéré, très bien. Mais vous savez aussi comment être arrogant, des maîtres chanteurs sûrs et effrontés, prérogative petite bourgeoise, très chère. Lorsqu'hier, à Valjulia, vous vous êtes battu avec les policiers, moi, je sympathisais avec les policiers. Car les policiers sont fils de pauvres. Ils viennent de subutopie, paysanne ou urbaine. À Valjulia, hier, il y a eu ainsi un fragment de lutte de classe, et vous, très cher, bien que du côté de la raison, vous étiez les riches, tandis que les policiers, qui étaient du côté du tort, étaient les pauvres. Belle victoire, donc, que la vôtre. La seule chose que les étudiants connaissent réellement, c'est le moralisme du père magistrat ou expert, le vandalisme conformiste du frère aîné, naturellement engagé sur la route paternelle, la haine pour la culture de leur mère, aux origines paysannes bien que déjà lointaines. Cela, cher fils, vous le savez. C'est un iconoclaste intégral, hein, d'ailleurs, ses écrits s'appellent écrits corsaires, hein, c'est pas pour rien. C'est une sorte de pirate intellectuel. Et je rappelle qu'il a été assassiné de façon hyper violente en 1975, hein, en étant massacré dans un terrain vague par un soi-disant homosexuel à qui il donnait rendez-vous car il était homosexuel. Le dossier établi par la police révèle que Pasolini a été victime d'un massacre en règle. Son corps est constellé de plaies, il a 10 côtes brisées, le sternum fracassé, le foie déchiré, de méchantes ecchymoses sur les testicules, le visage et la mâchoire défoncés. Son crâne est ouvert sur le côté gauche, il s'en écoule du liquide céphalorachidien. Alors soi-disant par un jeune homosexuel, mais d'après les enquêtes qu'on a pu faire depuis, c'est une mort à peu près aussi suspecte que celle de Coluche. Hein. Il a été massacré en 1975, sans doute parce qu'il mettait le doigt sur des collusions, notamment qu'on a à voir avec Gladio, avec la compréhension de ce qu'ont été les années de plomb, cette fausse lutte fasciste, antifasciste qui permettait de mettre hors de combat pour la domination américaine les forces vives des campus italiens des années 60-70. Tout ça a à voir aussi avec l'affaire Gelli, la loge P2. Hein. Et donc ce grand poète, ce grand militant de l'antifascisme authentique, Pier Paolo Pasolini, qui a produit des poèmes, des écrits et des films de très grande importance, de très grande qualité, et l'auteur de ces écrits corsaires,
qui font partie, à mon avis, de la bibliothèque fondamentale à maîtriser si on veut être un penseur d'égalité-réconciliation de bon niveau. L'avortement légalisé est en effet, c'est indubitable, une énorme commodité pour la majorité. Surtout parce qu'il rendrait encore plus facile le coït, l'accouplement hétérosexuel, contre lequel il n'y aurait pratiquement plus d'obstacles. Mais cette liberté du coït du couple ainsi qu'il est compris par la majorité, cette merveilleuse permissivité à son égard, par qui a-t-elle été tacitement voulue, tacitement promulguée et tacitement faite entrer, de façon désormais irréversible, dans les habitudes du nouveau pouvoir de la consommation, le nouveau fascisme. Il s'est approprié des exigences de liberté, disons libérales et progressistes, et, en les faisant siennes, il les a rendues vaines et en a changé la nature. Aujourd'hui, la liberté sexuelle de la majorité est en réalité une convention, une obligation, un devoir social, une anxiété sociale, une caractéristique, à laquelle on ne peut renoncer, de la qualité de la vie du consommateur. En somme, la fausse libération du bien-être a créé une situation aussi malsaine sinon plus, que celle du temps de la pauvreté. Comme il faut lire Christopher Lasch, il faut lire aussi ses écrits corsaires de Pier Paolo Pasolini. Vous verrez que c'est très subversif, très décapant, et ça remet à leur place tous les tartuffes de l'antifascisme et de l'antiracisme contemporain, et ça le faisait dès les années 70. Et ça valait peut-être sans doute une telle subversion, une telle indépendance d'esprit et un tel courage, ça lui a valu une mort violente qui nous amène très très loin d'Asselineau, par exemple, vous voyez. Vous n'excluez pas de voter pour Mme Le Pen au deuxième tour? Si, tout à fait, j'exclus de voter pour Mme Le Pen au deuxième tour. Oui. Bah, c'est dit. Merci, monsieur Et Asselineau. merci à tous. À la prochaine. Bonne lecture à tous.